Alors comme ça, le reggae, c'est Bob Marley? Quelle erreur! Direct Star lève le voile sur un univers tellement plus vaste que les dreadlocks. Oh non. Le reggae, c'est une véritable révolution culturelle venue tout droit de la Jamaïque, une île des Caraïbes de la taille de la Corse, au parcours musical inédit. The sound. Le reggae, c'est aussi une scène riche de centaines d'artistes qui ont conquis le monde entier, des punks anglais à la variété française. And that made me a mega star. Le reggae, c'est une musique qui évolue avec de nouvelles générations bling-bling qui côtoient roots et rasta sans complexe. Le reggae, c'est enfin un immense héritage culturel qui a nourri la musique moderne, à commencer par le hip-hop. It's very important that the cameras are rolling and that people can understand and see for themselves where we're coming from. Donc non, tout ne se résume pas à Bob Marley, mais c'est bien lui qui a montré la voie. My feeling about this music is that this music will get bigger and bigger and bigger and bigger and find its right people as it gets bigger. You understand? It shall grow. There's no end to this music, man. This music you're going to put it up in your house, a placard, as one of the vehicles that help to free the people from this chain and bondage of oppression. Bob Marley a marqué des générations de musiciens qui aujourd'hui encore le considèrent comme un artiste unique. I was so in awe of Bob Marley. When I started a Bob Marley song, back then we had cassettes, you know. Started Bob Marley song, I wouldn't, out of respect, I would never actually stop the song in the middle. I would let it play to the end. Le premier disque de reggae que j'ai écouté, c'était Burning des Wailers. C'était entre 79 et 81, c'était dans les disques de ma mère. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi Carlos Santana, il y avait aussi les Beatles, donc j'avais le choix, quoi. Et c'est vraiment ce disque-là qui m'a interpellé. Bob Marley a été la première vraie star issue du tiers-monde. Son message universel a été entendu dans les coins les plus reculés de la planète, avec une popularité intacte 30 ans après sa disparition. Manu Chao m'a dit un jour un truc fabuleux, il m'a dit écoute, c'est simple, hein, tu veux aller dans le coin le plus dangereux du monde, t'as pas besoin d'une armure, t'as pas besoin d'un gilet pare-balles. Le meilleur gilet pare-balles que tu peux avoir, c'est un t-shirt avec la tête de Bob Marley dessus. Bob Marley, c'est pas seulement un artiste de reggae, c'est comme Bob Dylan, c'est comme Eminem, c'est comme les Beatles, c'est un artiste, c'est peut-être même encore plus que tous ces artistes-là. C'est quelqu'un qui, au fin fond du désert, en Afrique, ou en Inde, où qu'on aille dans le monde, va être connu et reconnu comme un auteur de chansons et un prophète. Il a une image qui est devenue une forme d'effigie un peu iconique. Les dreadlocks, le lion, cette espèce de représentation un peu africaine de l'homme, avec sa grande crinière de dreads, ça c'est quand même une image très très forte. Les hommages se succèdent, comme ici avec Lee Scratch Perry, et l'émotion reste intacte. Ce qui frappe, c'est que les chansons de Bob n'ont pas pris une ride. Il y avait cet artiste et ce disque en particulier qui s'appelle Catch Fire, qui m'a beaucoup intrigué à l'époque. Il m'a intrigué d'une part parce qu'il avait une pochette absolument invraisemblable. C'était un briquet qui s'ouvrait comme ça, un zippo, hein, avec une flamme. Alors là, le choc véritable, ça a été le son. Ça a été ce son de basse monumental qui est sorti de mes enceintes. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui a basculé en moi. Ce son incroyable naît de sa rencontre avec le producteur Chris Blackwell, qui trouve enfin sa star pour lancer le reggae à l'international. Il a eu l'idée géniale, quand il a sorti Bob Marley sur son label Island Records, quand il a sorti l'album Catch Fire, de remixer l'album pour rajouter une couleur un peu psychédélique, un peu psyché-rock, avec des guitares, des échos, des effets, quelque chose qui a fait que ce disque, qui était un disque sublime de reggae authentique, est devenu un album beaucoup plus métissé. Dans le mythique studio Tuff Gong, Bob Marley s'est investi dans un énorme processus de création, à raison en gros d'un album par an et de tournées triomphales. Bob sur scène, c'était la grande célébration. Je l'ai vu en 1975
à Londres, la première fois, dans une salle qui s'appelle le Lyceum, donc qui est une salle un peu à balcon, un peu à l'italienne, où il y avait 2-3 000 personnes, c'est un peu l'équivalent de notre Olympia. Il était là, à quelques mètres, et c'était le début, c'était une révélation, parce que moi c'était la première fois que je voyais ce type dont j'entendais parler depuis un certain nombre d'années, et là je l'avais vraiment en 3 dimensions, en chair, en os, et en charisme absolu. 50 000 personnes se rassemblent ainsi au Bourget, en banlieue parisienne, en 1980. C'est la dernière apparition du prophète Marley en France. Nous sommes en train de sortir des gens qui étouffent. Soyez gentils, reculez. C'était la première fois que je voyais vraiment un concert multicommunautaire. C'est-à-dire que là, véritablement, se rassemblaient des gens qui jusqu'à présent, culturellement, n'avaient aucun lien. Des gens de la communauté antillaise, des gens de la communauté africaine, des amateurs de rock. Tout le monde était là. Bob Marley est une figure immuable, le héros d'une révolution culturelle qui révèle des artistes géniaux au parcours musical remarquable. Le reggae est né des autres musiques. Le reggae est né du blues, du rock'n'roll. Dans les années 50, après la guerre, toute la musique que les Jamaïcains écoutaient venait des États-Unis. Ils captaient les radios de Miami, donc ils entendaient Elvis Presley, ils entendaient Buddy Holly, ils entendaient tous ces artistes-là, ils entendaient aussi Otis Redding. We used to really listen to the United States music, people that do R&B. I used to like Dionne Warwick well. I did a couple of songs, Long Day Short Night, Are You There to Another Girl, and I also liked Aretha Franklin, and I also liked Patti LaBelle, and then you had Diana Ross, and then you had Gladys Knight and the Pips. We used to rehearse these tracks and sing with the backup, without backup singers, so that's how we were brought up musically. Le géant voisin américain s'impose, mais il stimule aussi la créativité jamaïcaine. There was a lot of competition because in those days you have funky and soul, you know, so Jamaican music, you know, we have to sing up to get to them because America was dominating the scene, you know, with all, you know, funky, ain't no funky, you know, and all. Get up and do it. Do it, do it. Our music don't just come from the rhythm and blues alone, because we have our own culture. Now we have the mentor in Jamaica, the mentor music. Non pas le calypso comme certains le croient, le calypso c'est l'île d'à côté, c'est Trinidad. Le mento c'est vraiment la Jamaïque. Le mento émerge dans les zones rurales et va se métamorphoser en ska, toujours sous haute influence américaine. We used to listen to a lot of Fats Domino, Louis Armstrong, Fats Waller. He is from way back, and you know, we were exposed to New Orleans music. Roscoe Garden, he is a guy who actually influenced Jamaican music with the upbeat. Ain't no more dogging, no more fooling around. That's where we get the ska from. On n'en est pas encore au reggae, mais déjà, le ska est une petite révolution dans le monde de la musique. The blues is like dunga dunga dinga 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 dung, and out of that you can hear the ska now. You know? La frénésie du ska s'adoucit au milieu des années 60 avec le rocksteady, la nouvelle soul locale. Ces chansons de Lover vont vite être balayées par la déferlante reggae, un son reconnaissable entre mille. Le reggae, c'est avant tout une rythmique, une espèce de contretemps, le tch-tch-tch qui est caractéristique. C'est cette vibration, cette guitare rythmique, ce feeling très particulier qui vient de la Jamaïque. La base du reggae, c'est le Nyabinghi, c'est le rythme pom 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 pom. Le rythme de la percussion Nyabinghi, c'est le rythme du cœur. Tutu, tutu. It's heartbeat. That's the foundation of reggae. Jamaica is a remarkable place because it's such a small island,
and it's making so much noise. Très petit territoire, de la taille de la Corse, population assez réduite, hein, de 2 à 3 millions d'habitants, mais alors une densité de talents au mètre carré absolument hallucinante. The sound, yeah, that's in Jamaica. You got that sound. On parle d'un pays où il fait 35 degrés de moyenne à l'année, les gens vivent beaucoup dehors, donc il y a une culture où à la plage, tu peux trouver des cornets, des enceintes de sound system de 2 mètres de haut, posées dans le sable sur toutes les plages le dimanche. Et donc tu as cette culture de la musique dehors. C'est des façons de répandre la musique jusque dans les coins les plus reculés de la Jamaïque, et aussi de dire des choses, de parler de la vie de la cité, et même de parler un peu de politique. Les sound systems vont avoir une popularité monumentale, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les petits périmètres, les petits arrière-cours vont plus suffire et ils vont installer ça dans des terrains vagues. La musique est cruciale en Jamaïque. Les sound systems créent du lien social dans les ghettos depuis plus de 50 ans, un contexte unique. Le reggae sort d'un périmètre, d'un quartier très réduit qui s'appelle Trenchtown, qui est situé à l'ouest de Kingston et qui est en fait là où s'agglutinaient des populations qui avaient subi l'exode rural pour des raisons purement économiques. D'importants gisements de bauxite, le minerai d'aluminium, sont découverts en Jamaïque dans les années 40. L'île paradisiaque voit donc se développer autour de la capitale Kingston des ghettos où s'entassent les populations rurales expropriées de leurs terres. C'est là où s'installent aussi les Rastas, certains camps Rastas, dont Bako Wall. Donc c'est là où prospère finalement la contre-culture jamaïcaine. We all were born at the root of the tree of poverty. And we have to climb that trunk of struggle and disappointment to reach the branch of success where you mingle with the leaves of luxury and then you're faced with your destiny. Pow, you're no more. Dans les ghettos, devenir gangster ou musicien, ça se discute. Pas étonnant que les artistes s'inspirent de l'imagerie western et s'appellent Dillinger ou Dennis Al Capone, que des noms de gangsters. We live in the ghetto, we talk it. You know, and Mr. Dad always sit with that. We make good compositions, sensible, not just catchy. L'esprit du ghetto et l'ambiance des sound systems donnent ainsi une couleur particulière à la production jamaïcaine. C'est très palpable dans des films cultes comme Rockers ou The Harder They Come, qui renseignent bien sur l'exception jamaïcaine avec un casting d'artistes exceptionnel. Le plus grand film du reggae est tourné en Jamaïque par un réalisateur qui vivait là-bas, qui était Perry Henzell. C'est évidemment The Harder They Come, avec Jimmy Cliff dans le rôle principal. Film historique, film qui a été très dur à tourner et qui raconte l'histoire de Ivanhoe, cette espèce de bandit génial qui est aussi chanteur, un peu un Robin des Bois jamaïcain, et puis qui dans le film montre aussi des personnages importants du reggae, le producteur Leslie Kong, plein d'autres chanteurs et groupes. C'est un film absolument superbe et qui, presque 40 ans après, n'a pas pris une ride. Pourquoi le reggae a-t-il émergé dans ce contexte jamaïcain? Nos manuels d'histoire ont la réponse, le commerce triangulaire. We are slaves that was taken from Africa to the Caribbean. The ones that are regarded as being pacifists, they were taken to the mainland of America, and the rebels were left in Jamaica to fend for ourselves, and we survived. Dès son premier album Catch a Fire, Bob Marley aborde la question de l'esclavage dans la chanson Slave Driver, traduction négrier. Dans le genre cash, Slave Driver, en fait, c'était une manière très frontale d'aborder le problème. C'est-à-dire que là, c'était cash. Et c'était une manière aussi de tomber le masque. C'est-à-dire que voilà, quand Bob Marley dit « à chaque fois que j'entends le son du fouet, mon sang se glace », quand il dit ça, il ne parle pas que pour lui-même. Il parle pour les ancêtres. C'est peut-être ce qui fait qu'il y a une telle force de vie dans le reggae. C'est le fait que ça vienne de cette partie aussi sombre, aussi douloureuse et aussi tue, parce que personne ne sait rien.
c'est une histoire qui est complètement recouverte. Donc il faut faire rejaillir cette douleur pour s'en échapper. C'est ça le principe du reggae. Leaders of the world, take a look at yourselves. Too much selfish emotions. Et de ces ténèbres-là sont sorties cette lumière-là. Et je pense que c'est d'abord sorti une rédemption pour le peuple noir, mais aussi qui, par là même, doit concerner toute l'humanité ensuite. Love is the power, you know. I think that everything have to go back to love. Love is the ultimate. Après 4 siècles de domination espagnole puis anglaise, l'indépendance de la Jamaïque marque les esprits en 1962. La culture rebelle anticoloniale est clairement une base fondamentale du reggae. Le reggae est pratiquement né après le départ des Anglais, après le gain de l'indépendance de la Jamaïque. Donc c'était une façon de leur dire « allez vous faire foutre quoi ». On a notre truc, on n'a plus besoin de vous, on a notre culture, on a notre musique. We have our own religion, our own music, our own culture, our own language, so that makes us stand out, you know.